À la faveur de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'enceinte de l'auguste institution a renoué avec les rencontres en présentiel. Du beau monde dans la salle Nelson Mandela, à l'ouverture de ces assises donnant la possibilité de faire le tour d'horizon des enjeux et défis du moment sur le continent. Notre session se tient dans un contexte international marqué par des incertitudes inquiétantes, nourries de conflits géopolitiques, d'une gouvernance économique fragmentée aux conséquences imprévisibles sur l'Afrique notamment. Ainsi, au cours des 3 dernières années, la croissance économique mondiale a perdu son élan et l'inflation a enregistré des taux toujours plus élevés. Les relents de protectionnisme commercial, les taux d'endettement insoutenables et la crise énergétique induisent des coûts de production toujours en hausse. La question des financements de nos économies, notamment les infrastructures, demeure entière. Malheureusement, devant les promesses alléchantes de financement non tenues de nos partenaires, les États membres se trouvent dans l'obligation de s'endetter à des conditionnalités draconiennes, comme en témoignent les négociations en cours de certains de nos pays avec les institutions financières internationales. Face à une telle situation, il est impérieux que nos États membres se décident avec détermination dans leurs choix économiques et de développement. Le paradigme dans lequel on voit bras croisés la demeure du voisin brûlée doit impérativement changer si nous voulons rester crédibles. L'exemple choquant de ces réalités est aujourd'hui donné par les pays confrontés au terrorisme, lesquels se battent souvent seuls dans l'indifférence générale. Je comprends bien ceux qui s'interrogent avec amertume. Où est le panafricanisme? Disent certains. Où est la solidarité? Leur entendent d'autres. Où est la fraternité? Répètent-ils tous en chœur. Au menu de la session, la zone de libre-échange continentale. Une idée conçue et mise en œuvre pour faciliter les échanges entre les Africains avec un marché de près d'1,4 milliard de consommateurs. Il a évoqué également la question de la paix. Au cours de mon mandat, je me suis efforcé à soutenir le règlement des différends et accompagner les transitions politiques avec votre appui, mais avec surtout l'appui de la Commission et des communautés économiques ainsi que des mécanismes régionaux. Force est de constater que la pacification du continent reste encore un objectif à atteindre. J'appelle instamment à la mise en œuvre des engagements du sommet extraordinaire de Malabo de mai 2022, à savoir rendre opérationnelle la force africaine en attente, créer une unité de lutte contre le terrorisme et financer de façon plus conséquente et plus prévisible nos efforts de lutte contre le terrorisme. En tout état de cause, le défi de la paix, de la sécurité et de la stabilité du continent nous engage à déposer les armes et à trouver des solutions pacifiques à nos différends afin de mieux nous consacrer aux tâches de développement économique et social. C'est en cela que l'exemple de l'Éthiopie est à saluer. Mais aussi, je salue tous les efforts du président de l'Angola sur la crise entre le Congo et le Rwanda. Nous avions déjà actualisé cette année cet agenda sur les sommets qui ont porté sur l'industrialisation et la diversification économique du continent, sur l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, sur la masculinité positive contre les violences faites aux femmes et aux filles, initiée par le président Tshisekedi, que je salue, sur l'agriculture
et la sécurité alimentaire. Et enfin, sur le financement des infrastructures. Ces thématiques, mesdames et messieurs, rappellent les urgences auxquelles nous devons nous attaquer afin de réaliser l'Afrique que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. L'Afrique, bien sûr, compte sur ses partenaires traditionnels pour régler définitivement les questions de paix et de sécurité. L'Afrique a besoin d'action pour la paix. L'ONU est fière d'être un partenaire de paix en Afrique. Qu'il s'agisse de nos forces hybrides et programmes conjoints, du renforcement des processus électoraux et des transferts pacifiques de pouvoir, de nos efforts de maintien et de consolidation de la paix, ou encore de nos initiatives conjointes visant à mettre fin au terrorisme à travers le continent. Mais notre travail devient chaque année plus complexe. Le terrorisme et l'insécurité s'aggravent et les conflits sont plus nombreux. Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés observés récemment dans l'Est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Le cessez-le-feu instauré en Libye et les accords de paix au Soudan du Sud et en République centrafricaine, ainsi que les avancées observées en Somalie, sont autant de nouvelles porteuses d'espoir. Les changements non constitutionnels de gouvernement sont monnaie courante sur le continent. L'Union africaine est sérieusement préoccupée par le retour des coups d'État. Je voudrais saisir ici l'occasion de poser clairement la question des sanctions imposées aux États membres suite à des changements non constitutionnels de gouvernement. À l'évidence, ces sanctions ne semblent pas produire les résultats escomptés. Bien au contraire, elles suscitent la défiance des États concernés et paraissent sanctionner davantage les populations et impacter négativement les économies des pays visés. Il me paraît nécessaire de réexaminer le système de résistance aux changements non constitutionnels pour le rendre plus efficace contre le mal et plus soucieux des conditions économiques et sociales des populations. C'est sans doute l'un des angles sous lesquels la réforme du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine doit être sérieusement envisagée. L'une des phases importantes du sommet qui s'est achevé, c'est le passage de témoins à la présidence tournante de l'organisation africaine. Le président comorien a succédé à Macky Sall du Sénégal. Je remercie en outre mes chers collègues, frères et sœurs des pays de l'Afrique de l'Est pour avoir soutenu ma candidature à cette noble fonction et plus particulièrement mon cher frère, le président William Ruto, qui a eu l'élégance de retirer la candidature de son pays, le Kenya, ce qui permet aujourd'hui l'accession historique de l'Union des Comores à cette noble fonction. J'ai d'autant plus conscience de cet honneur comme un pays, incarnation même d'un État insulaire en développement, n'a accédé que tardivement à l'indépendance avec une superficie très réduite et une population de moins de 1 million d'habitants, en permettant à l'Union des Comores de diriger le continent africain. Notre organisation vient de prouver au monde sa conviction que tous les pays ont les mêmes droits et jouissent des mêmes libertés. Ainsi, c'est avec le poids de la responsabilité continentale sur mes épaules que j'entends assumer à compter d'aujourd'hui les fonctions de président de l'Union africaine en cette 36e session ordinaire. Il ne sera pas facile de lui succéder, mais je ferai de mon mieux pour poursuivre son œuvre. Et entre autres, en privilégiant, comme il a toujours su le faire, le dialogue,
l'écoute, le rassemblement, conditions indispensables pour faire de ce mandat celui du succès de notre continent. Sans filtre, il a été démontré pendant ces retrouvailles des chefs d'État que l'Afrique a encore du chemin à faire. Ce sommet coïncide avec le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, du 20e anniversaire de l'Union africaine et de la première décennie de l'Agenda 2063. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour soumettre à votre attention cette réflexion que m'inspirent ces anniversaires. Un rapide regard rétrospectif montre, en toute objectivité, que l'Afrique indépendante, depuis une soixantaine d'années, n'est pas encore totalement en paix. Elle n'a pas encore réalisé, au-delà des formes, l'essentialisme de son unité, ni atteint le niveau de prospérité que son âge et ses ressources auraient dû lui assurer. Je sais que le temps des nations n'obéit pas au même rythme que celui des humains. Après 6 années passées à la tête de la Commission, j'ai mesuré la complexité ainsi que les limites de l'exécutif continental qui dispose, avouons-le, de peu de marge pour mettre en œuvre les décisions formellement arrêtées par la conférence. N'ayons pas peur de les dire. Nous mettons beaucoup d'enthousiasme dans l'élaboration des grands projets pour l'Afrique, dans la prise de certaines décisions, mais malheureusement, beaucoup moins de soins à leur réalisation, simplement par défaut de volonté politique agissante. Cette rupture entre parole et acte est le principal facteur de désaffection des populations vis-à-vis de l'organisation continentale. De manière graduelle et déterminée, l'Afrique a besoin de la volonté politique pour traduire dans les faits son agenda 2063, la vision globale d'un continent qui ne cache pas ses ambitions.